Si vous avez suivi les vidéos qu'on a faites sur le WEC depuis l'année dernière, vidéo là, voilà, eh bien vous m'avez déjà entendu parler de BOP. Alors, pour les nouveaux, comme pour les anciens d'ailleurs, histoire de se mettre un petit peu à jour, on va donc parler de ce qu'est la balance de performance en sport automobile en général, et puis on s'attardera un petit peu plus sur le cas du WEC et en particulier des hypercars. Et justement, on va en venir à un débat un peu plus philosophique sur le sport auto, car la BOP est très probablement un mal nécessaire pour avoir ce que l'on a aujourd'hui, de la belle bataille dans les catégories de voitures de sport. C'est tout ce qui est pas de la monoplace, d'accord? Voilà, donc on va voir ça ensemble aujourd'hui. BOP veut dire donc Balance of Performance, traduisé par balance de performance dans le jargon facile du sport auto. Un français peut-être un peu plus correct et traditionnel dirait équilibre des performances, et tout est dans le titre. La BOP est une méthode qui vise à équilibrer les performances des voitures d'une même catégorie qui sont à l'origine différentes dans leur conception, dans leur architecture et donc dans la performance qu'elles peuvent délivrer. La BOP est surtout très connue pour équilibrer les performances des voitures de grand tourisme, les fameuses GT, qui sont les versions de course des Ferrari, des Porsche, des Mercedes, McLaren, Audi, Lamborghini et autres marques mondialement connues que vous connaissez très certainement. Et toutes ces voitures sont différentes. Une Porsche 911 GT3 R a son moteur derrière l'axe des roues arrière, c'est un moteur positionné en porte-à-faux. A l'inverse, une Mercedes AMG GT3 a son moteur en position centrale avant, juste derrière l'axe des roues avant et devant le cockpit. Ou encore, on a la Ferrari 296 GT3 qui, elle, a son moteur en position centrale arrière, juste devant l'axe des roues arrière et juste derrière le cockpit. Alors, ces architectures sont donc différentes et provoquent des comportements et des performances différentes. Généralement, la voiture à moteur central arrière est plus intéressante à exploiter pour la course automobile et c'est celle qui a le meilleur équilibre quand, par exemple, la Porsche est plus pointue parce qu'elle a le moteur vraiment derrière l'axe des roues arrière et donc c'est un peu plus pointu du train arrière, etc. Alors si je prends le GT4, eh bien on voit des Alpine A110 tenir tête à des McLaren, des Mercedes AMG GT, des Audi R8 par exemple, parce que justement il y a une BOP. Autrement, soyons juste réalistes 2 secondes, l'Alpine se prendrait une pilule monumentale sur certains circuits. C'est pas le même segment de voiture de sport et ça rend du coup les courses assez spectaculaires, cette BOP. On retrouve donc un système de BOP dans quasiment toutes les catégories de voitures de sport. Donc on parle des voitures carénées en règle générale, inverse de la monoplace où les roues sont apparentes tout simplement. Ça comprend donc toutes les formes de GT et ce qu'on appelle le sport prototype. Donc c'est tout ce qui est LMH, LMDH ou parfois tout ce qui est LMP2, LMP3, etc. Bon, on a défini ce qu'était du coup une balance de performance. Maintenant, on va voir comment on fait la BOP, mais aussi comment on peut en tirer un avantage pour gagner, parce qu'on n'est pas là pour enfiler des perles, Jean-Michel. Pour faire une BOP, on va jouer sur plusieurs paramètres de la voiture en fonction de ce que l'on veut équilibrer. En général, on joue sur le poids de la voiture, sur la capacité du réservoir de la voiture, notamment pour les courses d'endurance évidemment, sur l'aérodynamisme de la voiture ou sur certains éléments du moteur. Alors en fonction des catégories et d'un championnat à l'autre, eh bien la BOP n'est pas faite de la même manière. Souvent ce sont des calculs faits où les voitures doivent rentrer dans une fenêtre de performance spécifique, qu'elle soit aérodynamique ou mécanique, ou tout simplement une fenêtre de temps autour définie. Je rentre volontairement pas dans le détail parce que tout simplement ça reste généralement assez confidentiel pour justement éviter les triches et essayer de jouer voir comment on peut arriver dans cette fenêtre, machin et tout. Le poids, c'est le paramètre le plus facile à toucher, c'est l'ennemi numéro 1 en sport automobile. On préférera toujours, pour de la performance, avoir une voiture légère et moins puissante parce que c'est plus équilibré que lourde et puissante. Ça permet de décagner tout le monde en drag race, mais dès qu'il y a des virages, c'est un peu la merde. Pour la BOP, c'est assez simple, on ajoute des plaques de plomb ou autres matériaux spécifiques pour le sport auto dans la voiture et le tour est joué. Généralement, ces plaques se retrouvent à côté du pilote sur ce qui devrait être le siège passager. D'ailleurs, si vous faites du karting de location, on a des emplacements pour mettre des poids sur le kart pour équilibrer les poids de
tout le monde. Éviter que Noah, 9 ans, 30 kg tout mouillé, mette une pilule en sortie de virage. Et vitesse de pointe à Thierry, 54 ans, 93 kg. Voilà, en sport auto, même principe, sauf que on parle des voitures et pas des pilotes. Voilà, on équilibre les voitures, pas les pilotes. Les pilotes, ils sont censés déjà être équilibrés avec eux-mêmes des poids, etc. Mais autre sujet. Deuxième paramètre qu'on peut toucher, le réservoir de carburant. Alors certaines voitures consomment plus que d'autres, certaines pourraient même juste parce qu'elles consomment moins, faire moins d'arrêts au stand sur une course d'endurance. Donc il faut pouvoir équilibrer la chose. Et une course d'endurance avec 1 ou 2 arrêts en moins parce que tu consommes moins, c'est quand même pas mal. Pour ce faire, on met tout simplement des boules de plastique remplies d'air qui prennent justement la place que le carburant pourrait occuper dans le réservoir. Et là aussi, le tour est joué. Accessoirement, réduire la taille du réservoir fait que la voiture va être plus légère que les autres en carburant. Donc peut-être qu'il faut réajuster avec du poids en plus. De toute façon, dans la BOP, dès qu'on touche à plusieurs éléments, faut toujours un peu tout réajuster. Troisième paramètre, l'aérodynamisme. On peut limiter certains réglages pour avoir plus ou moins d'appui ou de traînée. Je vous fais pas un dessin, on touche l'aile arrière, on peut mettre des équerres qu'on appelle les gurneys en anglais. Ou alors on peut toucher au splitter avant ou au diffuseur à l'arrière pour que ces éléments soient moins efficaces. Voilà, il y a plein de manières de limiter aérodynamiquement la voiture. Et enfin, quatrième et dernier paramètre entre guillemets, parce qu'il y a aussi les pneus, mais ça c'est un autre problème, tout ce qui entoure le moteur. Alors on peut limiter l'admission, donc l'air qui rentre dans le moteur, nécessaire à la combustion pour réduire son efficacité. On peut limiter la puissance du moteur, son couple, toucher au turbo pour ceux qui en ont un, ou encore limiter le débit de carburant, là aussi pour limiter un peu plus la puissance. Bref, il y a plein de petites astuces pour faire en sorte que le moteur soit plus ou moins performant. Bon, on a donc pas mal de paramètres sur lesquels on peut jouer et en fonction du moment où on calcule et établit la BOP, eh bien toutes les équipes vont essayer de faire ce que l'on appelle du sandbagging. Le sandbagging, c'est rouler plus lentement que ce que te permet ta voiture. De cette manière, bien les instances pénaliseront moins ta voiture et donc une fois que tu es en course, tu roules pleine balle avec un avantage qu'on n'avait pas vu et le tour est joué, tu remportes la course. Les équipes sont toujours capables de faire preuve d'ingéniosité pour contourner ou frauder une BOP, c'est toujours assez complexe de tout surveiller évidemment, mais à la fin on se rend vite compte de l'avantage en performance que vous pouvez avoir en piste, surtout si vous avez d'autres équipes qui utilisent la même voiture. Tu peux avoir un réservoir d'eau qui se vide au fur et à mesure pour déjà alourdir ta voiture, tu peux percer tes petites boules dans le réservoir là d'air qui se remplit finalement de carburant, donc tu peux mettre plus de carburant. Il y a plein de trucs que tu peux faire. Pareil pour l'admission, en fonction de l'air qui passe, machin, ça se règle. Il y a des trucs que tu trouves. Mais la vraie question que vous pouvez vous poser de manière assez légitime, c'est à quoi bon de faire des voitures performantes et différentes si c'est pour qu'elles se retrouvent bridées et perdent leur avantage intrinsèque sur lequel des ingénieurs ont bossé pendant des années. À quel moment une Mercedes AMG GT4 se fait battre par une Alpine A110 ? No offense encore une fois, mais de base c'est pas les mêmes perfs, c'est pas les mêmes caisses, de très loin même, c'est pas les mêmes objets roulants entre guillemets. Parce que en fait si c'est toujours la même voiture qui gagne, tout le monde va acheter cette voiture là et le championnat va perdre de l'intérêt jusqu'à mourir. Rappelez-vous l'histoire de la Nissan R32 dont je vous ai parlé dans la vidéo sur le Super GT, c'est un peu le problème auquel on peut se confronter. Sauf qu'on a une catégorie où justement la réglementation technique devrait permettre de se passer de la BOP, c'est en sport prototype et en particulier dans la catégorie hypercar du WEC. En hypercar au WEC, eh bien les voitures ne sont pas des évolutions de voitures de série, ce sont des voitures que l'on appelle sport prototype. Prototype parce que c'est une voiture destinée à la compétition et rien que pour ça. C'est généralement un peu une Formule 1 entre guillemets, avec une carrosserie où t'as caréné les roues si tu préfères, un hybride entre ce qu'on appellerait de la monoplace et des voitures de grand tourisme, les voitures de sport, tu vois. C'est un peu un hybride entre les deux. Si on peut voir ça comme ça. Alors ces prototypes, au même titre que les Formule 1, sont des voitures spécialement conçues pour répondre à une réglementation technique. Et comme on l'a vu dans des vidéos précédentes sur le WEC, etc., la réglementation technique en WEC pour la catégorie hypercar vous demande de créer une voiture avec certaines contraintes, mais qui doit obligatoirement rentrer dans une fenêtre de performance, d'appui aérodynamisme, de traînée aérodynamique et de puissance moteur. Donc de base, on ne devrait pas avoir besoin d'équilibrer les performances des voitures puisque le règlement le fait en amont avec cette fameuse fenêtre. Mais on a au moins un problème en hypercar, le mélange entre les LMH et les LMDH. En hypercar, vous avez donc deux types de prototypes, vous avez donc les LMH et les LMDH, je ne reviens pas sur leurs différences, on en a fait
une vidéo justement l'année dernière, donc go check this out si vous préférez. On va pas se mentir, dans la plupart des cas, je pense qu'une LMH est sur le papier plus performante qu'une LMDH. En LMH, on a moins de contraintes et la possibilité d'avoir une 4 roues motrices, ce qui n'est pas le cas des LMDH. Donc faut qu'on rééquilibre tout ce petit monde pour pas que ce soit trop le bordel et que Ferrari et Toyota par exemple ne mettent pas la méga pilule aux autres. Même si, bon, l'année dernière, les LMDH ont pris une petite claque, même si il y avait une BOP. C'est Toyota qui a tout gagné, sauf une course, Le Mans, et c'était une autre LMH, c'était Ferrari. Avoir une BOP pour rééquilibrer les différences intrinsèques entre LMH et LMDH, oui, pas de souci, en vrai, ça ferait plutôt sens. À ce moment-là, faudrait toucher aux avantages d'une LMH, ou plutôt redonner l'avantage au LMDH et niveler par le haut plutôt que par le bas. Typiquement, donner peut-être plus de puissance au MGUK de la LMDH pour compenser les 4 roues motrices et encore que. Malheureusement, on a une BOP par voiture qui change à la discrétion des instances dirigeantes et malheureusement, c'est devenu une source de débat constant, mêlant sportif et politique pour au final léser le spectateur, je trouve. On en est arrivé au point où il est inscrit dans le règlement sportif du WEC que les équipes et les pilotes n'ont pas le droit de se plaindre publiquement de la BOP établie. C'est vous dire si le sujet reste très sensible. Et justement, on en vient à la philosophie de la BOP et ce que l'on en fait, car elle a un impact sur le sportif et donc sur tout le reste. C'est un outil qui est extrêmement puissant, qui peut définir la qualité d'un championnat dans le bon comme dans le mauvais sens. On a pris donc 3 championnats de grande envergure où une BOP est utilisée, mais à chaque fois de manière un petit peu différente. On va parler rapidement de l'IMSA, du Super GT et donc du WEC. Et à chaque fois, je vais parler du sport prototype et pas des voitures de grand tourisme parce que là-dessus, normalement, c'est pas trop mal foutu. Et puis, philosophiquement parlant, une BOP sur des voitures sport prototype, ça a moins de sens que sur des voitures de grand tourisme. Donc, les voitures de grand tourisme avec la BOP, c'est pas tant un souci que ça. Alors l'IMSA, c'est le championnat d'endurance nord-américain, très réputé d'ailleurs, et incroyablement divertissant et spectaculaire. Cherchez pas beaucoup plus loin, on sait que généralement en IMSA, la BOP, elle est un petit peu faite pour surtout générer du spectacle et des courses où la victoire se joue à pas grand chose. C'est très grossièrement la philosophie qui se cache entre guillemets derrière ce championnat. Après, ça reste mon point de vue, évidemment. C'est pas officiel qu'ils disent on veut une BOP pour faire du spectacle. Alors, la BOP était définie pour chaque circuit l'année dernière, donc elle changeait tout le temps. Et en plus de cela, en GTP, donc la catégorie N, on n'a que des LMDH, ce qui facilite le rapprochement entre tout le monde. On limite les performances de la voiture en fonction de ses attributs et de ses performances en piste, qui est donc relevé par l'organisation elle-même et où on demande à chaque équipe de définir un pilote et de passer entre guillemets pour faire un tour et voir ce que ça donne. Alors le règlement sportif est très à l'américaine, encore une fois, avec pas mal d'événements de course qui se déroulent, avec quelques interruptions de course de temps en temps qui rapprochent beaucoup le paquet, qui redistribuent souvent les cartes, bref. C'est hyper excitant, c'est génial pour le coup, mais on n'est pas forcément sur qui a la meilleure voiture, mais plutôt sur qui arrive le mieux à gérer l'humain, que ce soit pilote comme équipe justement. Bref, globalement, l'IMSA c'est méga cool, c'est peut-être un petit peu trop divertissant pour certains, peut-être un peu trop artificiel entre guillemets. Je trouve que tant que c'est un minimum assumé, ou du moins qu'on sait que les instances veulent avoir du spectacle, même s'ils ne le disent pas officiellement, moi ça me dérange pas et ils réussissent vraiment bien. En vrai, le championnat est diablement serré, il est très intéressant. On a du drama, on a de la bataille. C'est une autre histoire pour le GT. En plus, on a eu des cas de triche justement à Daytona, donc je rentre pas dans le sujet, mais voilà. Le Super GT, on en a rapidement parlé la semaine dernière, je crois, mais à l'inverse de l'IMSA et du WEC d'ailleurs, où on équilibre la performance brute de la machine, bah ici on équilibre le succès. Plus vous gagnez, plus vous allez prendre de poids pour compenser vos bonnes performances. Chaque point que vous marquez, eh bien, vous ajoutez 2 kg dans votre voiture et faut noter quand même que sur l'avant-dernière course, on compte que la moitié des kilos et sur la dernière course, on oublie toutes les pénalités de poids, etc. On court à donf toute la saison, surtout que ça compte que 8 courses dans le championnat. Là aussi, comme en IMSA, eh bien, ça donne des courses totalement endiablées, un championnat généralement assez serré, d'autant plus qu'en GT500, la réglementation est assez libre, entre guillemets, mine de rien, par rapport à d'autres sports auto. Alors c'est de mon point de vue la BOP avec laquelle je serais probablement le plus à l'aise philosophiquement parlant. Tout est assumé, ça touche tous ceux qui marquent des points, donc les batailles vont quoi qu'il arrive être serrées au championnat et on n'aura que très rarement en fait une domination d'une équipe et d'un équipage. On laisse la voiture entre guillemets tranquille
c'est surtout on pénalise entre guillemets les mecs trop bons. On rééquilibre les performances des pilotes. Et c'est ça qui me plaît un peu plus. Alors oui, la BOP en règle générale, c'est très artificiel pour les fans de F1. On n'aime pas ça en général. C'est pas mon truc moi personnellement. Je préfère justement voir des équipes se donner à fond, à concevoir et développer une voiture incroyable et avoir un pilote qui sache justement en extraire le plein potentiel que mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. À ce moment-là, autant faire une compétition monomodèle comme en Formule 2 ou en Formule 3 et on voit qui est le meilleur pilote et qui est l'équipe qui arrive à mieux exploiter la voiture. Sauf que en GT et en sport prototype, ce ne sont pas des championnats de pilotes. On se dit pas quand la Ferrari 499P qui passe, waouh, c'est Antonio Giovinazzi. Non, on se dit waouh, c'est une Ferrari. En revanche, par exemple en Formule 1, on a beaucoup plus l'effet inverse. Quand on voit une Ferrari passer, on jette le regard sur le casque instantanément ou on cherche le numéro pour dire waouh, c'est Charles Leclerc ou Carlos Sainz. En hypercar, justement, la star, c'est pas le pilote, c'est la voiture. Donc ça me paraît tout à fait légitime qu'en tant que spectateur, on vienne voir ce qu'un constructeur est capable de faire d'extrême entre guillemets pour gagner et non pas se faire ajouter du poids et limiter la puissance parce qu'ils ont fait justement du bon boulot. Typiquement, la fameuse fenêtre de performance pour les hypercars du WEC devrait suffire à elle-même et si vraiment il fallait continuer de jouer sur les réglementations pour pouvoir éviter que ça parte un petit peu dans tous les sens, il faudrait aussi un budget plafonné, bien évidemment. En fait, je vais vous dire, tant qu'on laisse de la liberté sur la manière d'atteindre de la performance et que l'on a la place d'avoir des innovations qui se retrouveront tôt ou tard dans la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, tout le monde y gagnera. Et c'est aussi pour cela que le WEC, et en particulier Le Mans, sert et doit continuer à servir justement pour les voitures de demain. Alors maintenant, parce que ça reste de la course automobile, malheureusement, on a peu de chance de voir une architecture différente de ce que l'on a aujourd'hui, c'est-à-dire moteur central arrière, parce que ça reste tout simplement la meilleure pour la course automobile. Donc pas de Nissan LMP1 avec le moteur à l'avant ou de Porsche 911 en mode prototype avec le moteur en porte-à-faux arrière, mais quand même on a une petite variété de moteurs, de systèmes hybrides et de signatures stylistiques et tout ça, on aimerait aussi quand même bien voir toutes ces voitures être au max de leur performance en hypercar et pas être bridées par une BOP.